Bonjour à toutes et à tous, c'est 101% et aujourd'hui on va voir les jeux téléchargeables, Mario RPG, mon souvenir, Otto et les news juste avant. Aujourd'hui c'est un 101% film à découvrir, j'en faisais l'année dernière et cette année ça recommence. Un film qui est sorti cet été, à découvrir, il y a 5 indices, 5 plateaux, 5 indices. Tout de suite le premier indice, attention n'allez pas trop vite. Il y a 5 indices, le premier indice. On regarde les news. Peut-être que la baisse de prix de la Xbox 360 a donné le petit coup de pouce qu'il fallait, mais la console Microsoft peut se targuer d'avoir franchi la barre des 6 millions de consoles vendues en Europe. Le mois de novembre sera cette année exceptionnel. On verra ainsi sortir à quelques semaines d'intervalle des jeux aussi attendus que James Bond 007 Quantum of Solace, Tom Clancy's End War, Call of Duty World at War, The Last Remnant, Need for Speed Undercover, Gears of War 2 ou encore le très curieux Mirror's Edge. Voilà une liste capable de donner le vertige aux plus blasés des joueurs. Développé par la plus que talentueuse équipe de DICE, à qui l'on doit historiquement le fabuleux Pinball Dreams sorti sur Amiga en 92, et beaucoup plus récemment la série des Battlefield, Mirror's Edge n'est pas un FPS. Il a le look d'un FPS à l'esthétique travaillée, il en possède d'une certaine façon le côté impactant, mais il ne se joue pas comme un FPS. Le joueur y contrôle le personnage désormais ultra médiatisé de Faith, une héroïne, ce qui n'est pas vraiment courant. Ce personnage est un runner, un coursier kamikaze, capable d'atteindre ses objectifs en empruntant des voies inhabituellement aériennes. Lorsque l'on prend le jeu en main, les premières sensations sont étranges. Chaque niveau est par endroits surlignés de rouge, les runners ayant une vision spéciale, leur permettant d'identifier les zones interactives et le chemin le plus direct pour parvenir à leur objectif. Mais chemin direct ne signifie pas pour autant chemin facile, bien au contraire. Le joueur peut ainsi s'accrocher à l'aide de ses mains à des tuyaux, des passerelles, des murets, des conduits de ventilation. Il peut courir le long des murs pendant quelques temps, sauter en jouant sur ses appuis afin de franchir l'espace mortel séparant deux immeubles. De quoi se prendre pour Jackie Chan ou Jason Bourne. Le tout à l'aide d'une vue subjective parvenant à retranscrire physiquement la sensation d'investir un corps d'athlète. Les mains du personnage sont ainsi présentes à l'écran et animées de façon à rendre tactiles les évolutions du joueur au sein de l'environnement de jeu. Bien sûr, il ne faut pas s'attendre à jouer de façon aussi fluide et cinématographique que la vidéo présentée ici. La prise en main du jeu nécessite un minimum d'entraînement. Mais Mirror's Edge a le mérite de titiller les sens comme aucun FPS n'avait tenté de le faire auparavant. Nous avions vu hier la critique de sport sortie sur PC et pourtant, les consoles ne sont pas délaissées. C'est à la portable de Nintendo que l'honneur revient d'accueillir la bête. Bien entendu, les capacités graphiques de la Nintendo DS ne permettent pas d'aller dans des délires aussi fous que la version PC. C'est donc une approche graphique à la Paper Mario qui a été choisie. Le joueur incarne une sorte de paramécie en carton qui doit évoluer dans un monde hostile rempli de prédateurs. À force de combat et de nourriture, le petit être fragile va évoluer. Et ce sera au joueur de customiser sa bestiole comme il l'entend. Pour cela, il faut trouver des membres, comme des trompes, des pattes, des museaux et autres parties de corps. Une fois dans le nid, c'est au joueur de construire sa propre vision darwinienne de l'évolution. Mais comme personne dans le monde ne marche du même pas, il faut aussi s'adapter au microcosme environnant. Il est en effet souvent plus rentable de se lier d'amitié avec les espèces insulaires. Et quoi de mieux que les mini-jeux pour entretenir cette sociabilité intéressée ? Pas franchement folichons, ces petits interludes ont au moins le mérite de sortir le joueur de sa torpeur. Parce que l'évolution, les bestioles et tout le bazar, c'est sympa, mais ça manque cruellement de rythme. Et c'est vraiment dommage, car Spore Creatures fait partie de ces jeux qui sur le papier avaient tout pour plaire, mais qui une fois dans les mains nous rappellent les dures réalités de la vie. Ceci dit, la cible visée pour ce jeu est bien plus jeune que son homologue PC. Spore Creatures devrait donc séduire sans mal les petits enfants. Maintenant, c'est les jeux téléchargeables. Mario RPG, c'est à pas louper. C'est vraiment très très bon Mario RPG. Mais la suite de nos indices, quel film est-ce que j'ai vu cet été et que j'essaye de vous faire deviner? Deuxième indice. Hiva. Pourquoi tu mets un H expiré? Hiva. Yves. Il n'y a pas de H. Hiva. Il était une fois
Un jeune et intrépide Lombax qui devint riche et célèbre en débarrassant... Sur le PlayStation Store, on ne fait pas les choses à moitié. Non content de retrouver des nouveautés assez ahurissantes, comme le tout dernier Ratchet & Clank, on trouve des concepts vraiment accrocheurs, tels que Pixel Junk Add-on, qui sera critiqué la semaine prochaine. Mais revenons à Ratchet & Clank. Il faut savoir que nos compères ont dû se séparer. Après avoir retrouvé le petit Clank, en agent infiltré sur PSP, c'est à l'autre partie du duo de suivre sa propre aventure. En effet, le petit Lombax part en quête de son ami robotique, dans une aventure s'approchant de Opération Destruction, le dernier épisode sur PS3. Ce volet estampillé Quest for Booty suit l'air du temps puisqu'il est axé sur la piraterie. L'absence de Clank est donc bien entendu compensée par de nouvelles aptitudes, comme la molette à tête chercheuse, par exemple. Tous les amateurs de l'univers du Lombax le plus volubile de la PlayStation seront aux anges de retrouver leur héros. En tout cas, Ratchet & Clank Quest for Booty est une production étonnante, comparée à ce qui se fait habituellement en contenu téléchargeable. La Wii, elle, continue son petit bonhomme de chemin avec le Hanabi Festival, et encore une fois, on a pu y découvrir une gourmandise vidéoludique. Doremi Fantasy, Milon's Doki Doki Daiboken, un petit jeu de plateforme très mignon et palpitant sorti sur Super Famicom. Le joueur incarne Milon, un petit garçon armé d'une paille lanceuse de bulles. Il s'en sert pour enfermer les ennemis dans les bulles. Quand Milon change de tunique, il se renforce, et il gagne aussi d'autres aptitudes au fur et à mesure des niveaux traversés. Niveau très varié et très joli au demeurant, même si on se retrouve souvent dans les clichés du monde du jeu vidéo, comme la forêt, les sucreries, mais bon, qui n'aime pas les sucreries? Mais avec un nom qui contient 3 notes de musique, il faut bien entendu s'attendre à ce que la musique prenne une place importante dans l'histoire. C'est ainsi que Milon partira à la recherche des instruments magiques pour libérer son village. Milon se trouve être un excellent choix dans ce Hanabi Festival, bien que sous des aspects très, voire trop classiques, il puisse en rebuter plus d'un. Il est quand même très difficile de résister à une ambiance et à des graphismes aussi mignons. Sur Xbox Live, nous avons eu droit à une ressortie du plus grand jeu de baston de la Dreamcast, il s'agit bien entendu de Soul Calibur. Enfin une bonne occasion de redécouvrir ce titre mythique pour tous ceux qui ne s'étaient pas procuré la Dreamcast ou qui étaient encore trop jeunes à l'époque. On note aussi l'arrivée de Rocket Ball, un titre qui mélange habilement le bowling, le golf et le Marble Madness. Il faut en effet contrôler une boule qui doit percuter 10 quilles sur un parcours de plusieurs pistes. Bien évidemment, il faut aller chercher le strike ou le spare, plusieurs petits bonus comme les boosts ou les quilles étoilées, permettant aux joueurs de s'en sortir. Un bon petit jeu qui passe de la précision à la réflexion, de manière très simple. Le Hanabi Festival, c'est toujours une agréable surprise, mais c'est avant tout l'occasion de faire découvrir au public européen des jeux qui ne sont jamais sortis chez eux. Et là, Nintendo n'y a pas été avec le dos de la cuillère, en proposant le premier jour de son nouveau festival, l'Arlésienne de la saga Mario. Il s'agit bien entendu de Super Mario RPG. Il faut savoir que depuis sa récente sortie, le jeu a battu tous les records de téléchargement sur console virtuelle, tenus jusqu'alors par Super Mario Bros 3. Mais il était normal qu'après plus de 10 ans d'attente, les fans répondent en masse à ce petit bijou virtuel. Car même à l'époque, les férus d'un port ne pouvaient pas jouer à Super Mario RPG, celui-ci ne fonctionnant que sur la console de son lieu de naissance. La console virtuelle nous ôte ainsi une vieille frustration de gamer. Il était une époque où l'on trouvait les meilleurs RPG sur la Super Nintendo. C'était l'époque de Final Fantasy VI, de Seiken Densetsu, de Bahamut Lagoon ou encore de Chrono Trigger, l'âge d'or du RPG made in Squaresoft. Le géant du RPG s'est aussi retrouvé à faire la bringue avec le maître des consoles de salon du moment, Nintendo. Et quand les deux s'unissent, ça nous donne un RPG avec le plombier le plus connu de la Terre. Autant le dire tout de suite, une coalition de chocs comme celle-ci ne risque pas de passer inaperçue. On comprend bien la difficulté et les concessions qu'ont dû faire les développeurs pour concilier deux styles de jeu diamétralement opposés, le jeu de plateforme et le RPG. Super Mario RPG, à la manière des grands classiques de ce genre, se joue en deux phases distinctes, l'exploration et le combat. Jusque-là, rien de bien nouveau. Et pourtant, dans les phases d'exploration, le joueur dirige Mario sur un plan en 3D isométrique, dans un style graphique proche de celui de Donkey Kong Country, sorti 2 ans auparavant. Ce qui diffère, c'est que Mario est capable de courir et de sauter partout et tout le temps. Une nouveauté qui ne paye pas de mine, mais qui change pas mal de choses pour un type de jeu jusque-là résolument plat. Le saut apporte une profondeur sur plusieurs plans, et l'esthétique CGI est ici particulièrement efficace. Il faut toutefois différencier les phases d'exploration des cartes du jeu. Car comme dans Super Mario World, Mario se déplace sur une map de case en case, et chacune de ces cases correspond à une étape.
et ce sont en fait ces étapes qui correspondent aux phases d'exploration. Par contre ici, pas de combat aléatoire. On voit les monstres et il est tout à fait possible de les esquiver pour ne pas avoir à combattre. On peut aussi trouver des coffres et des blocs, on est dans un Mario après tout. Et il cache souvent des items dont certains sont effectifs pendant la phase d'exploration, comme le champignon qui rend la vie ou encore la fameuse étoile rendant invincible. Cette dernière permet de se défaire des ennemis juste en les effleurant, et comme si ce n'était pas assez la fête, on gagne les points d'expérience des monstres battus. Par contre, si le joueur rencontre l'ennemi, la phase d'attaque est lancée avec non pas un, mais plusieurs monstres. Un peu comme c'était le cas avec Chrono Trigger. Et là, on est en terrain connu pour tout joueur de RPG de base, les combats se jouant au tour par tour. Chaque membre de l'équipe peut choisir entre l'attaque, le spécial, les items ou la défense. Elles sont toutes représentées par un bouton de la manette. Si ici elles sont violettes, c'est que les manettes de la Super NES avaient fait fi des boutons rouge, vert, jaune et bleu de la manette japonaise et européenne. Enfin, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc, à chaque bouton correspond une action, pas besoin d'expliquer en détail ce à quoi ils correspondent. Il faut juste souligner que le spécial est en fait l'équivalent de la magie que l'on trouve dans les RPG, sauf qu'ici, elle se compte en FP, Flower Points. Une des particularités majeures de Super Mario RPG se situe d'ailleurs dans le côté interactif des combats. En effet, là où la plupart des jeux du genre permettaient de faire un choix entre plusieurs actions, ici le joueur doit toujours être à l'affût d'une attaque donnée ou reçue. Pour qu'un coup ait un dégât supérieur, il faudra appuyer sur le bouton à un moment précis pour en augmenter sa force. Pour la défense, c'est exactement pareil. Il faut arriver à appuyer juste avant le point d'impact pour réduire l'attaque adverse. Une petite animation montre si l'esquive ou l'attaque a été réussie. Pour les magies aussi, il faudra être attentif, car elles demandent un petit gage afin d'optimiser ses pouvoirs. Par exemple, pour la fameuse boule de feu de Mario, il faudra bourriner le bouton Y de la manette. Ces concepts ont d'ailleurs été repris dans les suites spirituelles de Super Mario RPG, telles que Paper Mario ou encore Mario et Luigi Superstar Saga. Super Mario RPG arrive comme ça sans qu'on l'attende sur console virtuelle. Et pour une surprise, c'est une sacrée surprise. L'arrivée de Squaresoft sur console virtuelle a de quoi laisser songeur. Le jeu, en plus d'être jusque-là resté inédit chez nous, est excellent. Et pour peu que l'on soit accro aux aventures de Mario ou encore aux RPG, on est quasi sûr d'accrocher tout de suite. De plus, le côté plan-plan des RPG qui peut rebuter le joueur non adepte a été finalement revu. Le jeu ne laisse donc aucun temps mort. Le scénario et l'ambiance de Mario collent parfaitement à ce genre de production. L'humour est omniprésent et les rebondissements nombreux. On peut notamment y découvrir la vie sociale et parfois professionnelle de certains membres de la bande à Mario, sans oublier les nombreux clins d'œil à Nintendo et à son univers. Quoi qu'il en soit, on aura bien compris que Super Mario RPG est quasiment obligatoire pour tout possesseur de Wii. Troisième indice. Ton. On regarde mon souvenir. Je l'ai préparé en plus. とてもちっちゃい時ちっちゃい時でもないな多感な時期に影響を受けたのはマザー2っていうゲームなんですけど、その糸井さんが書く文章とかあとそういうストーリー性がとても良くて、あとキャラクターもすごく可愛いんですね。そういう世界観とかはすごく僕影響を受けました。ああいう小さい世界なのに広がりを感じるしやってて泣きそうになるっていうのもなかなかああいうのはないなっていう。
Ah Caroline, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu tes bras bouger à l'antenne de No Life. Je suis très content de te retrouver dans Auto. Mais juste avant, l'avant-dernier indice. Wally. C'est le même. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, je voulais vous annoncer une excellente nouvelle que vous avez peut-être déjà lue sur internet. Mais le groupe Move et le groupe Bacon viennent de signer chez Wasabi Records. Wasabi Records qui contient déjà Anastasia, Olivia ainsi que Kokia. Et pour fêter ça, rendez-vous à la fin de l'émission pour une petite surprise concernant le groupe Move. Pour commencer ces releases, on va se faire plaisir et rappeler la sortie du best de Kitade Nana, à savoir le Berry Berry Single. Il faut bien trouver un moyen de fêter l'arrivée du clip Kesena Itsumi à l'antenne quand même. Autre rappel, celui de la sortie des 2 albums d'Acid Flavor en France. Ça s'est passé pendant les grandes vacances et comme ils seront en concert fin octobre, pensez à vous procurer vos exemplaires histoire d'être parés pour l'événement. Bon, on entame les nouveautés. Après l'OST du film Death Note, voici que Wasabi Records nous annonce la sortie du premier OST de l'animé Death Note, qui sera également sous forme de livre. Vous y trouverez les 2 chansons du groupe Nightmare au format TV size. Fans de Nana, attention, parce que voici venir l'édition ultime que vous serez obligés de posséder comme bon fan que vous êtes. La Precious Music Box qui contient les 2 Deluxe Edition de Tsuchiana et Olivia. Et ça fait un bon paquet de chansons sans compter les clips sur les DVD. Avec Kokia, c'est Noël avant Noël. Le 22 octobre sortira son album Chant de Noël qui contiendra, comme son nom l'indique, des chants de Noël, dont 2 de sa création. Mais ce n'est pas tout. Ce même jour sortira aussi le Kokia Collection, un magnifique pack contenant Aiga Kikoeru, The Voice et Chant de Noël pour un prix qui ne vous demandera pas de braquer une banque. En novembre devrait sortir le nouvel album du groupe Gilgamesh, dont on ne connaît ni le nom ni la tracklist, mais il semblerait que l'édition européenne sera dotée de 3 pistes bonus. Quelques jours plus tard sortira l'album Ouroboros de Dirangray. Il s'agit de leur 7e album et il sera disponible sur le réseau de distribution Kazé. Une excellente nouvelle pour tous les fans de Bleach, comme moi, la sortie du premier OST de cet animé à succès est enfin confirmée pour le 12 novembre. Pour terminer, parlons un peu d'Eiji. Vous avez peut-être déjà vu son nom sur le net. Cette chanteuse est complètement atypique et avec son producteur Yoshimi Kishida, qui est aussi son compositeur, ils arrivent à créer un univers à plusieurs galaxies d'ici. Sachez qu'en 2009, elle viendra très certainement en France avec un album. D'ici là, tentez son MySpace où elle vient de mettre en ligne de nouvelles chansons. Le pick-up de cette semaine est consacré à Shibata June avec son 17e single Ai wo Suru Hito. Cette chanson possède un tie-up puisque c'est la chanson thème du film Orochi qui est sorti récemment au Japon. Eh bien, ce que je peux vous dire sur ce single, c'est que au-delà du single, c'est l'artiste qu'il faut écouter parce qu'elle a une voix magnifique. C'est pas une voix avec une technique extraordinaire, mais en général, elle a tendance à facilement toucher le cœur des gens tellement c'est beau. C'est la fin de l'émission, il est temps de
parler des nouveautés qui arriveront à l'antenne dès samedi après le J-Top. Je sais que vous l'attendez. Alors, voici un clip très attendu. Un clip de Anne Café. Il s'agit de Chiri Saku Yuki. Moi aussi j'attendais en plus celui-là, mine de rien. Nous aurons un nouvel indé. Vassalo, Crab, Nanago, 75, avec Breakdown in Blue. Nous aurons un nouveau clip de Mook, Libra. Ainsi que pour mon plus grand plaisir et ceux qui aiment le tango, un nouveau clip de Saeki Anna, El Dia que me quieras. Et là ce sera le clip, hein, car on avait le live à l'antenne. Et un autre clip bien attendu par pas mal de gens que je connais, le nouveau clip de Aoi, Lumière. Et on termine sur la petite surprise dont je vous parlais d'une surprise. Il s'agit d'un clip de Move. Pour fêter ça, quoi de mieux? Systematic Fantasy, un clip assez kitsch un peu en fait. Très bizarre, vous allez voir, c'est Space. À la semaine prochaine, bye bye. Voilà, ce 101% est terminé. Vous n'avez peut-être pas encore deviné le film chez vous. C'est normal, le 5e indice c'est toujours le plus facile. Je vous le donne tout de suite. Eva. Voilà, à demain pour 101%. Ce sera pas moi, mais je travaille sur d'autres films à la faire découvrir. Ah là, je suis sur les Pokémon. Ah merde.